Alors, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Eric Van Den Broek, certains d'entre vous dans la salle savent peut-être ce que signifie le salut que je viens de vous faire et le salut que vous adresse à tous ce cher Jean-Paul Belmondo. Le salut militaire, à la base, c'est un héritage qui remonte quand même assez loin, puisque ça vient de la chevalerie médiévale. Et à l'époque, donc, quand on rencontrait un de ses camarades, on allait le voir, on prenait la main qui servait à sortir l'épée de son fourreau, et on relevait la visière de son aume pour montrer ses yeux, pour montrer son regard, et pour signifier la confiance qu'on pouvait avoir les uns envers les autres. Deuxième petite anecdote, dans le même style, peut-être plus connue, si vous trinquez tous les nouvel an, pour fêter la nouvelle année, ça remonte aussi à une tradition médiévale. À l'époque, l'empoisonnement était chose assez courante entre les grands seigneurs. Et donc, quand il y avait des banquets, et quand il y avait plusieurs seigneurs en présence, ils avaient une coutume qui consistait à prendre un peu du liquide de l'un pour le verser dans le verre de l'autre, et le boire en se regardant dans les yeux. Comme ça, si quelqu'un avait essayé d'empoisonner l'autre, il était lui-même dans un état pas terrible. Et aujourd'hui, en fait, ensuite, la tradition elle a un peu évolué. On en est revenu à cogner les verres pour qu'il y ait un peu de liquide qui aille dans le verre de l'autre. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est vrai que ça n'a pas beaucoup de rapport avec le monde du travail, j'en conviens. Mais c'est parce que, en fait, c'est juste des exemples de toute une foultitude de choses, tout un ensemble de comportements, de croyances qu'on a, et qui en fait sont des héritages qui correspondaient à une réalité à une époque qui ne correspond plus du tout à une réalité. Et donc c'est très très important, je pense, surtout dans une période où le monde a besoin de se réinventer, de savoir se poser des questions, de savoir se demander pourquoi est-ce que les choses sont telles qu'elles sont, et comment est-ce qu'on ferait les choses si on essayait de recommencer à zéro. Ce que je voulais dire par là, c'est que toutes ces petites traditions sont finalement beaucoup d'ombres dans la caverne que l'on prend pour des objets. Donc la question cette démarche, en fait, c'est exactement la démarche qu'on a eue quand on a voulu créer Mutinerie. On s'est dit, n'étant pas très satisfait du monde du travail qui se déroulait devant nous, on s'est demandé, mais comment est-ce qu'on devrait réinventer le travail? Pourquoi est-ce qu'on continue à travailler de cette façon-là? Donc on a essayé de porter un regard neuf. Et on s'est posé cette question. Il y a 150 ans, pourquoi est-ce que vous deviez aller tous les jours dans un bureau, dans une usine? Il y a 150 ans, on va dire environ en 1860-1870, c'est le début de la seconde révolution industrielle, pas la première, la seconde. C'est le moment où vraiment il y a des nouvelles méthodes d'organisation du travail, des nouvelles méthodes de management qui se mettent en place. On en arrive à avoir des chaînes de production. Et pour un phénomène assez récent dans l'histoire, en fait, le travailleur, l'ouvrier, est dépossédé de son moyen de production. Le moyen de production appartient à des grands capitalistes parce qu'il coûte trop cher et il est fixé à un endroit. Et donc, à ce moment-là, les travailleurs doivent se déplacer tous les jours, aller travailler sur une machine qui ne lui appartient pas. Et donc, voilà. Et la deuxième raison pour laquelle les gens faisaient ça, c'est que les moyens de communication à l'époque, c'était la parole et les lettres. Les lettres étant assez longues, la parole faisait qu'on avait besoin d'être physiquement au même endroit pour pouvoir communiquer, pour pouvoir organiser des grandes infrastructures. Donc ça, c'est les raisons fondatrices pour lesquelles on a imaginé le bureau, l'usine d'abord, et le bureau qui sont sa petite sœur, enfin son petit frère plutôt. C'est pour ça qu'on l'a conçu de cette manière-là. Et en fait, aujourd'hui, là où je veux en venir, si ça fait bien tourner, voilà, c'est que le bureau tel qu'on le connaît, c'est l'héritage d'un ancien monde. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on referait aujourd'hui, en connaissant les nouvelles technologies, en connaissant les impératifs aussi écologiques, comment est-ce qu'on réinventerait le bureau si on devait repartir à zéro. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, on s'est réapproprié le moyen de production. Toute personne qui travaille sur un ordinateur, sur un téléphone portable ou sur une tablette, c'est son moyen de production. Il l'a toujours avec lui. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a eu une dissociation progressive. Et le travail, c'est plus que où l'on est, c'est plus un endroit physique, mais c'est ce que l'on fait. Donc là, c'est un constat de base. Et quand on a essayé d'imaginer la conclusion de tout ça, qui paraît tentante, c'est nous n'avons plus besoin de lieu. D'ailleurs, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Vous êtes fait complètement avoir, parce que vous avez payé 30 €, alors qu'on ne l'a peut-être pas dit, mais toutes les vidéos seront sur Internet plus tard. Je suis désolé de vous l'annoncer. Voilà, vous vous en doutez, ce constat, il est complètement faux. C'est une erreur qui est tentante, on peut se dire, notamment d'un point de vue de l'entreprise, parce que ça veut dire
une baisse de coût très conséquente, mais c'est un mythe. Il y a tout un ensemble de choses, et Christian l'a très bien illustré à travers son expérience personnelle. Il y a des choses qu'il faut faire dans le monde réel. Il y a des stades de confiance qu'on ne peut pas dépasser dans le monde de l'Internet. Et en fait, l'Internet, s'il a une utilité, en tout cas, c'est bien d'être un relais vers le monde hors ligne, qui ensuite permet une collaboration en ligne. Voilà. C'est ce sens-là plutôt qu'il faut viser. D'ailleurs, Steve Jobs, si ça va bien passer, le disait lui-même au moment où il va construire les locaux de Pixar, c'est qu'à l'ère du numérique, on est tenté de croire que les idées peuvent se développer en moyen d'emails et de chat. C'est idiot, la créativité émane de réunions spontanées, de discours anecdotiques. Vous croisez quelqu'un, vous demandez aux uns et aux autres ce qu'ils font, vous êtes interloqués, et bientôt vous concoctez une flopée de nouveaux projets. Ça illustre bien une des nécessités de l'endroit physique, qui est la friction, le côté non prévisible et le conflit des idées. Voilà. Donc l'idée, c'est si on n'a pas besoin des mêmes lieux, de quel lieu est-ce qu'on a besoin et quels sont les nouveaux objectifs que les lieux doivent avoir. La réponse, c'est que je trouve que la métaphore qui convient le mieux, c'est vraiment celle de l'écosystème. Le lieu doit être un écosystème, donc un ensemble. L'écosystème, c'est composé à la fois des êtres biologiques qui l'habitent et des structures et des conditions biologiques qui peuvent être le climat, les courants, les structures géologiques, etc. Et tout ça forme un environnement qui est plus ou moins propice à la vie, plus ou moins propice à l'émergence d'idées. C'est exactement la même chose pour les idées. Le lieu, ça va devenir en tout cas, un écosystème qui abrite différentes compétences, qui abrite différents profils et qui va leur permettre, différentes idées aussi, et qui va leur permettre de se confronter. Donc l'écosystème, il a trois priorités. De un, il doit augmenter la productivité, donc donner juste les moyens de production plus efficaces, que ce soit un Internet efficace, mais aussi l'énergie qu'on peut tirer des autres personnes quand on est à leur contact. Ça, c'est une première chose qui augmente la productivité. Deuxième, c'est qu'il doit fluidifier la collaboration. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qui est très très important. Sur Internet, on va avoir un niveau où on va peut-être être bloqué parce qu'on n'a pas rencontré les gens, et à partir du moment où on le rencontre, après, on peut continuer la relation sur Internet, exactement comme l'a montré Christian. C'est aussi très important, on fluidifie la collaboration parce qu'on crée aussi un sentiment d'appartenance à une communauté de personnes, de même que les gens ici se trouvent peut-être des points communs, ont l'impression qu'ils ne sont pas tout seuls à avoir des idées un peu novatrices. Ça va les aider, ça va leur permettre de collaborer, ça va les mettre dans un climat de confiance dès le début. Troisièmement, générer de l'innovation. Et donc, c'est passé. Générer de l'innovation en stimulant en confrontant les idées. Il y a une théorie qui a été développée par Stuart Kauffman qui disait qu'en fait, c'est la théorie des possibles adjacents. C'est-à-dire que dans l'évolution biologique, l'innovation va naître du fait qu'il y ait énormément de possibilités de rencontres, énormément de possibilités d'évolution. Et le hasard va faire que, plus vous avez de possibilités d'évolution, plus vous avez de chances qu'il y ait des évolutions qui arrivent. Je parle sous couvert des créationnistes. Donc pour mettre en place cet espace, quand on est rentré dans le vif du sujet, on est tombé sur une grille de lecture qu'on trouvait très intéressante, qui a été élaborée par le Harvard Business Review, et qui disait qu'un lieu collaboratif devait respecter 3 P. 1, la proximité. La proximité, c'est quoi? C'est pas la proximité physique, c'est pas le fait d'être collés les uns aux autres, mais c'est plutôt le fait d'avoir des espaces de friction. Typiquement, dans un espace, la machine à café, c'est un espace de friction traditionnel entre les travailleurs. Le deuxième point qui doit être respecté, c'est l'intimité. Donc c'est un peu contradictoire avec le premier. En fait, non. L'intimité, c'est juste le fait de, quand on en a besoin, de pouvoir s'isoler, de pouvoir travailler sur ce sur quoi on doit travailler, puisque le temps de travail, il est divisé en des temps de production et des temps d'élaboration, de collaboration. Dernier, la permission, c'est-à-dire que l'environnement doit faire passer le message que ce n'est pas mal vu de communiquer, ce n'est pas mal vu d'aller voir ses voisins, ce n'est pas mal vu de prendre une pause café ou d'arriver un petit peu plus tard parce qu'on a eu une discussion anecdotique. Donc 3 points qui sont très intéressants et sur lesquels on a essayé de s'appuyer quand on a essayé de designer l'espace. Première chose que vous pouvez remarquer sur l'espace, un symbole assez fort, c'est qu'on entre par un espace café. C'est quelque chose que vous allez aussi retrouver d'ailleurs dans notre espace de coworking qui s'appelle la cantine. Et c'est très important parce que vous envoyez un message, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là que
pour ça. Vous n'êtes pas là que pour venir bosser. Vous êtes aussi là pour rencontrer. Vous allez vous heurter, entre guillemets, à des personnes en train d'avoir des discussions, à des personnes en train de prendre un café. Et c'est difficile de passer inconnu. Et en fait, qu'on le veuille ou non, il y a un syndrome de rentrée des classes qui fait qu'on a toujours un petit peu peur de se confronter aux gens, même si on sait que c'est bénéfique. Donc cette zone-là est très très importante pour ça. Ensuite, il y a une zone qui va être beaucoup plus concentrée donc, sur l'intimité, la zone de travail en proprement parler, mais sur lequel on a fait par exemple le choix des tables rondes qui permettent d'être à la fois proche physiquement d'une personne et de les voir, et à la fois d'avoir son écran qui est relativement préservé et donc une certaine intimité dans le travail. Et donc ça fonctionne très bien au niveau du respect de la proximité et de l'intimité. La permission dans un espace de coworking, c'est assez évident puisque le but même du lieu est de créer de la friction et de créer des rencontres. Enfin, dernier petit point qui est intéressant sur la proximité, c'est la localisation de la salle de réunion ici et une deuxième en fait là-haut qui va être mise là-haut et qui oblige les personnes extérieures en fait à traverser l'espace et donc à avoir des possibilités aussi de rencontre avec les personnes. Donc ça, c'est un point très important. Dernier petit détail, je ne sais pas pourquoi dernier petit détail, c'est que il y a une cave dans laquelle on a construit une sorte de mini-agora avec des niveaux différents pour qu'il y ait une espèce de place publique, plus ou moins, où il y ait échange d'idées. Donc concrètement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on conçoit vraiment les lieux comme des espaces de friction. Et dans cette optique, la tenue d'événements permet en fait à un monde comme ça, qui peut être peut-être un peu fermé, de se faire brasser par des idées extérieures, de se faire traverser par des influx extérieurs. Les lieux de travail de demain ne sont pas des mondes fermés, au contraire, c'est des mondes ouverts qui sont capables d'accepter des membres extérieurs, de la friction extérieure. Et les événements, ils peuvent être de tout type, ça peut être des conférences, ça peut être des concerts ou des lancements de cinéma ou des ateliers photos. Ça a même été un événement qu'on a tenu, ça s'appelle la Disco Soupe. Il y en a d'ailleurs la 4e édition qui se tient en ce moment, qui consiste du coup à éplucher des légumes qui allaient être jetés à Rungis, à éplucher des légumes sur de la musique live, d'en faire une soupe géante qui est distribuée ensuite à des gens dans le besoin. Donc ces événements qui sont absurdes, c'est un des événements, je pense, qui a généré le plus de contacts et de collaboration par la suite, parce qu'en fait, il sort les gens de leur contexte. Donc les lieux doivent avoir une dimension sociale, il y a des besoins sociaux, appartenir à quelque chose, croire en quelque chose, partager quelque chose, créer quelque chose, qui est quelque chose qui a besoin de rencontres physiques. Et les lieux à l'ère de l'Internet où justement on peut croire que les individus peuvent rester chacun chez eux, des individus qui restent chez eux ce sont des individus qui s'assèchent, on a besoin donc de recréer ces contacts sociaux. Pour finir, je dirais que le lieu, nous, on le conçoit comme une expérience. D'abord, c'est un espace d'expérimentation, mais notre lieu, c'est une expérience. On ne sait pas forcément exactement où on va aller, tant mieux. On essaye des choses, on va mettre en place notamment une ruche qui est un espace pour acheter des légumes et venir les chercher ensuite. Enfin bon, bref, on essaye de dépasser le cadre strict du boulot, tout en permettant des conditions de travail qui soient optimales quand on y est. Je vous parlais tout à l'heure des récifs de corail. En fait, cet écosystème, comme tout écosystème, il appartient à un écosystème qui est bien plus grand, qui est bien plus fertile. C'est celui des Fab Labs, c'est celui de l'open source, c'est celui de l'Internet. Toutes ces nouvelles initiatives, dont beaucoup ont été soulevées ici lors de cette TED Talk, qui en fait sont en train de former un monde nouveau qui commence à prendre conscience de lui-même. Politiquement, on le voit avec certaines manifestations, que ce soit les indignés, que ce soit le parti pirate en Allemagne. Enfin, il y a tout un ensemble de signaux qui montrent qu'il y a une prise de conscience globale de l'existence de cette classe et de ce monde. Et si ce monde-là, il est encore aux marges de la société plus traditionnelle, j'ai envie de finir en peut-être plutôt en résumant la pensée de Jean-François Bizot, qui a créé Radio Nova en 81 et le magazine Actuel avant, en disant que les marges d'aujourd'hui sont le mainstream de demain. Merci beaucoup.